Malheureusement, ce n'est pas excessif de dire que nous vivons dans une société de la peur. Beaucoup de choses nous font peur. Certains sociologues parlent même de société de panique morale. Et évidemment, l'adolescence est touchée par cette peur. Alors, dans certaines familles, on évite que les adolescents sortent dehors. Ils sont un peu cloîtrés à la maison pour éviter, soi-disant, les mauvaises rencontres. Et puis, hélas, plus généralement, c'est l'adolescent qui fait peur. Les regroupements d'adolescents dans les supermarchés qui suscitent des inquiétudes des marchands, on ne sait jamais s'ils se mettaient à vouloir casser quelque chose. Donc l'adolescence fait peur. Et c'est une catastrophe évidemment parce que les adolescents qui se sentent déjà marginalisés à l'intérieur d'eux-mêmes, parce qu'ils ne se reconnaissent pas à l'intérieur d'eux-mêmes, s'ils ne sont pas reconnus par les adultes qui les entourent, comment voulez-vous qu'ils s'insèrent dans le monde adulte? Et alors, voilà ce qu'il faut développer, c'est cette reconnaissance de l'adolescence par les adultes. Et la première chose à faire, c'est évidemment leur donner la parole, les inviter à parler d'eux, à parler de leur vie. Et il faut comprendre que c'est même peut-être un remède à l'analphabétisme. Pourquoi? Parce qu'un enfant qui ne trouve personne pour écouter ce qu'il a à dire, comment voulez-vous qu'il ait envie d'apprendre à lire et à écrire? Pour avoir envie d'apprendre à lire, il faut avoir envie de s'intéresser à ce que d'autres ont dit. Mais si personne s'intéresse à ce que moi je peux dire, comment voulez-vous que je m'intéresse à ce que d'autres ont écrit? Et puis comment voulez-vous que j'ai envie d'apprendre à écrire? Puisque si personne s'intéresse à ce que j'ai à dire, je vois pas pourquoi j'écrirais pour des gens que je ne connais pas. Si même les gens que je connais ne s'intéressent pas à ce que j'ai à dire. Donc beaucoup de parents sont suroccupés. Beaucoup de grands-parents sont absents aujourd'hui, occupés aussi par beaucoup de choses, et donc c'est les interlocuteurs nouveaux des adolescents, les éducateurs, les amis, les copains, voilà, les enseignants, qui hélas sont amenés à prendre le relais pour écouter les ados. Et certains ados vont raconter leurs expériences de vie, mais surtout leurs expériences d'écran, parce que les écrans mobilisent beaucoup d'émotions, c'est important d'en parler, prendre du recul, c'est en parlant de ces expériences d'écran qu'on prend du recul par rapport aux écrans, et puis parler des expériences d'écran, ça évite de parler de sa propre vie, donc c'est déjà plus facile pour les ados, et puis surtout, parler de ces expériences d'écran, c'est passer de l'intelligence qu'on appelle visio-spatiale, qui se met en route quand on est devant un écran, à l'intelligence narrative, on raconte, et puis peut-être que certains ados qui ont de la peine à raconter avec des mots, on va leur demander de faire des images avec leur téléphone mobile, parler de ces images, et puis demander à d'autres de parler des images qu'ils ont fait, que les uns et les autres parlent des images de chacun, ça crée du lien, voilà, ça crée une sorte de relation qu'on pourrait dire communautaire, si le mot n'était pas totalement galvaudé, une relation d'empathie réciproque, une relation d'intérêt réciproque, ça crée du goût de l'autre, ça crée un désamorçage des angoisses de l'adolescence et un désamorçage des angoisses des adultes vis-à-vis des ados. Voilà, je dirais que c'est gagnant-gagnant, mais n'attendons pas des ados qu'ils prennent l'initiative, c'est évidemment aux adultes de le faire.